Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Et nous allons parler aujourd'hui de commande publique et RSE. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis Benraou. Bonjour Yanis. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans ce podcast. Donc tu es doctorant en droit économique et tu fais une thèse sur la compliance dans le secteur public. Et tu es aussi membre de l'Observatoire de l'éthique publique, dont tu pourras nous dire un mot maintenant d'ailleurs, si tu peux présenter l'Observatoire. Très simplement, l'Observatoire de l'éthique publique, c'est un think tank qui travaille sur les questions de transparence et d'éthique, qui réunit surtout des universitaires et qui fait de la recherche appliquée, qui vise à produire par exemple de l'amendement du rapport, des livres blancs sur des questions d'éthique des affaires et d'éthique publique. D'éthique publique. Alors dans ce podcast, tu le sais, on parle beaucoup du secteur privé, des devoirs de vigilance, des obligations RSE. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà nous présenter un panorama de comment est-ce que les enjeux RSE sont pris en compte dans le secteur public par les textes réglementaires ? Donc est-ce que déjà il y a des obligations peut-être, comme pour les acteurs privés ? Je sais pas ce que tu en penses, mais je te propose de me concentrer sur la commande publique, du coup, pour te répondre, et puis peut-être en une minute rappeler ce que c'est la commande publique. La commande publique, ce sont tous les contrats qui répondent à un besoin des personnes publiques et qui peuvent se réaliser par un achat, un marché public ou par une délégation, une concession. Donc dans ce cadre de la commande publique, on va avoir un certain nombre d'outils qui relèvent de démarches volontaires ou d'obligations de prise en compte de dimensions RSE. Et je te propose de me concentrer sur un peu deux types d'instruments, les instruments de planification, qui vont correspondre un peu à ce qu'on a dans le secteur privé, et des instruments de sélection des candidats et des offres dans un second temps. Alors d'abord, concernant la planification, l'idée de tous ces instruments, c'est de dépasser un peu une approche de neutralité ou d'impartialité de la commande publique, et qui consistait à se dire la commande publique serait purgée de considérations politiques. Non, maintenant on fait plus semblant et on rend ça obligatoire, et on a d'abord des instruments de planification à échelle nationale ou locale, avec par exemple le SPASER. L'idée, c'est de se doter d'un schéma d'achat responsable, de fixer des objectifs, de les rendre publics et transparents, un peu comme sur la communication extra-financière. Donc c'est sur le site de la collectivité, et en fin de schéma, d'expliquer si oui ou non les objectifs ont été remplis. À côté de ces outils de planification, on a des outils de sélection, à proprement parler, plus concrets, de sélection des candidats et des offres quand on fait de l'achat public. D'abord parce que c'est obligatoire maintenant, c'est récent, depuis la loi Climat et Résilience. Et au sein de ces outils de sélection, on va distinguer des outils d'exclusion de candidats. Donc exclusion du fait de non-respect de politique publique, du fait de non-respect d'objectifs de politique publique, et véritablement des outils de sélection qui visent à poser des critères et à se dire je veux que tous les candidats qui postulent à mes marchés respectent tel objectif. D'abord concernant les exclusions. À titre d'exemple, sur un sujet qui va t'intéresser, donc l'article 35 de la loi Climat et Résilience de 2021 permet à tous les acheteurs publics d'exclure un candidat qui ne s'est pas doté d'un plan de vigilance au titre du devoir de vigilance. Donc un acheteur public peut exclure pour ça. Un autre exemple, ceux qui ne se sont pas dotés d'un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, ou encore du non-respect au titre du non-respect de la directive CSRD. Donc là, ça va être des éléments qui te permettent d'exclure au moment où tu reçois les candidatures, d'exclure des candidatures. Ça, c'est une faculté, c'est ça. Oui. C'est pas une. Admettons que un acheteur public voit qu'une entreprise qui est soumise à la loi française sur le devoir de vigilance, qui aurait dû avoir un plan de vigilance, ne l'a pas, il peut toujours le sélectionner sur d'autres critères. Alors, en vérité, non, c'est piégeux. On parle souvent de motifs d'exclusion facultatifs.
au sens où il y en a qui sont obligatoires parce qu'ils sont, par exemple, une personne condamnée pour des faits de corruption, elle est censée être exclue. Pour cela, on va parler de motifs dits facultatifs, mais c'est piégeux. En vérité, c'est obligatoire d'exclure, sauf que l'appréciation de l'exclusion se fait par l'acheteur. Du coup, il est sûrement plus propre de parler de motifs d'exclusion à l'appréciation de l'acheteur. Ce que ça veut dire, c'est que ça va être à l'acheteur public individuellement de déterminer si oui ou non il y a un plan de vigilance. Ce qui rend l'outil relativement peu efficace, parce qu'on demande à une collectivité territoriale, au final, d'évaluer l'existence ou non d'un plan de vigilance. Ce qu'on a déjà du mal à faire chez les spécialistes. Oui. Donc au final, c'est assez déclaratif. Du moment qu'on a une attestation sur l'honneur de s'être doté d'un plan de vigilance, en vérité, on n'exclut pas. D'accord, donc il y aurait la possibilité, mais en pratique, c'est plus de la pure forme, c'est ça ? Exactement. À côté de ces outils d'exclusion, t'as des choses qui sont peut-être plus intéressantes, enfin, plus mobilisées. Ce sont les critères de sélection. Ces critères de sélection qui vont être appliqués, qui doivent permettre une évaluation de l'offre du candidat, dès lors qu'ils sont en lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Là encore, c'est l'article 35 de la loi climat et résilience qui rend obligatoire le fait d'avoir au moins un critère relatif à des questions environnementales ou sociales dans son marché public. L'idée, c'est de dépasser, pareil, une approche un peu traditionnelle de la commande publique qui se concentrait sur le prix. L'idée, c'est qu'on ne peut plus avoir de critère unique qui serait le prix. C'est un peu la même logique qu'on retrouve avec le devoir de vigilance, c'est d'essayer de dépasser une approche du capitalisme un petit peu qui se concentre uniquement sur les prix, sur le financier, et du coup d'avoir de l'extra-financier dans la démarche de sélection. Pour une traduction concrète de ces critères de sélection, il est obligatoire, par exemple, lorsque l'on achète un véhicule à moteur, de tenir compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule pendant toute la durée de vie du véhicule à moteur. Donc ça, ce critère, par exemple, sur les véhicules à moteur, ça c'est un critère explicite ou c'est un exemple et c'est chaque acheteur qui choisit un peu les critères qu'il veut tant qu'il y en a un RSE? C'est un exemple de dimension à prendre en compte et cette dimension, il va falloir la traduire en critères de sélection, en éléments qui permettent de sélectionner. Et pour sélectionner, on va pouvoir utiliser un certain nombre de méthodes comme l'utilisation de spécifications techniques, de labels ou de critères de sélection comme des délais de livraison, des modes de fabrication, des types de matériaux ou la consommation d'énergie. Ça, c'est dans les cahiers des charges d'appel d'offres, Exactement. etc. Et c'est obligatoire de le mettre dans le cahier des charges d'appel d'offres, de le rendre transparent. Quels que soient les montants. Alors, oui, dès lors qu'on en pose un, dès lors qu'on pose un critère de sélection, il faut le rendre transparent. Ok. Donc, si je résume, il y a pour les collectivités, les acteurs publics, dans la commande publique, des obligations d'objectifs et d'instruments, donc en lien avec des programmes d'achat responsables, etc. Et il y a des outils à leur disposition pour inclure et choisir les offres ou les candidats par rapport à des critères RSE. Moi, ce que j'entends d'entreprises privées, là, pour le coup, qui répondent à certains appels d'offres à la commande publique, me disent non, mais en réalité, je caricature à dessein, on me dit qu'on ne peut pas mettre en avant nos pratiques RSE, qu'il ne faut pas les inclure parce que de toute façon, ça serait contraire au principe de la commande publique et je pense que c'est l'égalité de traitement, peut-être. Et en plus, en gros, ils s'en moquent et que ce qui les intéresse ne sont que le prix le plus bas. Le critère du prix reste dominant. Et comme tu le disais, on peut rencontrer un certain nombre d'obstacles dans la mise en place de ces outils. D'abord, je voudrais rappeler que ces obligations de dépasser le critère du prix unique, elles sont assez récentes et que il faut le temps de la culturation, il faut le temps de la concrétisation, il faut le temps de l'innovation, etc. Mais effectivement, dans la mise en place de ces outils, on va rencontrer un certain nombre de difficultés, que ça soit du point de vue de leur efficacité ou du point de vue de leur légalité. Peut-être quelques éléments de légalité. Je voudrais juste rappeler que il faut toujours que ces critères soient en lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, qu'ils ne confèrent pas une liberté de choix illimitée
à l'acheteur et qui soit expressément mentionné dans l'avis des marchés. Puis enfin, dernière condition, tu le disais, qui respecte les principes fondamentaux de la commande publique. Ce qui fait que, par exemple, on ne pourrait pas avoir un critère qui s'intéresse à la politique générale de l'entreprise sur une dimension droit humain ou écologie. D'accord. Là, ce serait trop large. Et un critère trop large ne présenterait pas de lien avec l'objet du marché. Maintenant, l'extension aux conditions d'exécution fait qu'on va pouvoir s'intéresser à certains critères comme l'impact environnemental si on rend cela assez précis pour que ça puisse être rendu objectif. Donc si je veux un critère relatif à l'impact environnemental, il faudra que j'exige un bilan carbone par exemple, que je précise le contenu de mon bilan carbone et que je définisse les modalités d'appréciation de ce bilan carbone. Tout ceci au préalable, hein. Encore une Oui. fois, que tout le monde soit sur un même pied, c'est ça ? Exactement, dans les documents du marché. Mais ces approches, elles donnent lieu à des polémiques relatives à la paralysie politique provoquée par la commande publique, etc., etc. Et peut-être qu'on peut prendre l'exemple du circuit court avec ce qui s'est passé pour la restauration collective. Donc le critère du circuit court, qui parfois a été, non pas du côté entreprise, peut-être l'entreprise, j'y reviens tout de suite après, mais du côté des élus, a parfois été présenté comme inutile. Des élus qui disaient que les principes de la commande publique rendaient impossible toute démarche un peu politique dans leurs achats, au sein de leurs achats. Et effectivement, il ne serait pas possible de rédiger un critère qui se concentrerait strictement sur la proximité du fournisseur ou sur le circuit court. Parce que celui-là ne respecterait pas l'égalité de traitement des candidats. D'accord. D'abord, circuit court, ça ne signifie pas proximité. La notion de circuit court, c'est simplement une question d'unité d'intermédiaire. Elle consiste à répondre à la question combien d'intermédiaires interviennent dans mon achat, dans la livraison ou dans la production. La grande diversité des circuits, elle ne permet pas d'affirmer non plus que le circuit court ou que la proximité présente systématiquement un meilleur bilan environnemental. Même sur une petite distance, sur une distance courte par exemple, on peut avoir un impact significatif. Par exemple avec des livraisons en camionnettes diesel ou des productions sous serre hors saison. Donc pour ces sujets, la volonté politique, elle doit prendre en compte la légalité ou peut-être même plus simplement respecter les formes juridiques en rédigeant des critères compatibles avec le code de la commande publique. C'est pour ça que les avocats... C'est pas circuit court, c'est bilan carbone satisfaisant. Exactement, en objectivant les choses et en rendant le critère utilisable. T'as dit c'est pour ça que les avocats, t'allais dire ? J'allais dire c'est pour ça qu'il y a du travail pour les avocats en marché public et pour les juristes en marché public parce que le code de la commande publique c'est presque autonomisé, il est assez technique et parfois il faut juste respecter les formes et parler le langage du Conseil d'État. Mais à côté de ces limites juridiques de l'égalité, on a aussi des problèmes d'efficacité. Là, ça va plus intéresser les entreprises, je pense, puisque on a d'une part un risque d'instrumentalisation des collectivités pour les critères d'attribution, avec par exemple ce qui est souvent critiqué comme un simple verdissement de la commande publique, qui consisterait en un simple affichage. On peut aussi penser à des exemples concrets de dénaturation de ces considérations sociales et environnementales avec les polémiques ayant eu lieu autour de la clause Molière. Je ne sais pas si toi ou les auditeurs voient ce que c'est que la clause Molière. C'était une clause qui a été maintenant remplacée par une clause d'interprétariat. La clause Molière consistait à demander, par exemple, sur un marché de travaux publics, de n'avoir que des ouvriers qui parlent français. Derrière cette clause qui, sous couvert de protection des travailleurs détachés, en vérité, on avait ici une clause qui avait, pour un certain nombre d'élus, qui était motivée par des considérations de discrimination, voire des considérations racistes. Donc là, c'est simplement un exemple de dénaturation, d'instrumentalisation de ces clauses-là. Mais ils justifiaient, ceux qui les avaient mises, les justifiaient pour des intérêts Alors, RSE. La justification, oui, c'était la protection des travailleurs détachés. La solution de compromis qui a été trouvée, c'est de plutôt préférer des clauses impliquant le juge a rendu légal les clauses qui impliquent d'avoir un interprète présent sur les chantiers pour pouvoir embaucher un travailleur qui parlerait une autre langue.
Oui, pour s'assurer des respect des santé sécurité. Enfin, c'est assez logique. Oui. Ouais, c'est assez logique, mais elle avait été jugée illégale, cette clause qui impliquait juste le français. Oui. Alors que d'autres solutions étaient disponibles pour l'acheteur. C'était en ça que c'était une clause... en dehors de la discrimination à l'intention des ouvriers, qui était discriminante par rapport aux différentes entreprises qui postulaient, parce que l'acheteur avait d'autres solutions. Ça devenait une exclusion, en fait. Mais à côté de cette instrumentalisation, on a aussi des difficultés qui relèvent de l'efficacité et qui dépendent des moyens et de la volonté de l'acheteur public. Si je donne un exemple concret, si je pose un critère de sélection relatif à la consommation d'essence ou d'électricité des appareils que je veux acheter ou des appareils de production de mon fournisseur, et que cette obligation elle passe par des seuils, pour moi il n'est pas exclu de poser un seuil qui est facilement atteignable et du coup qui ne récompense pas vraiment les solutions véritablement écologiques. Et cette clause-là, elle ne sera pas illégale. Donc là, j'aurai un marché qui répond à mon obligation d'avoir une clause environnementale, mais je n'ai pas des ambitions véritablement. D'accord. C'est ce que je comprends, ce que tu dis, c'est qu'il y aurait peut-être une trop grande liberté laissée à l'acheteur pour non pas contourner, mais enfin en tout cas ne pas être vigilant à rendre de manière très effective les objectifs de ces obligations ou de ces clauses, de ces critères, quoi. À ce stade, et c'est peut-être sain du point de vue de la maturité des collectivités, ça l'est peut-être moins du point de vue de l'urgence écologique, il n'y a pas d'obligation à rendre ces outils efficaces. Si l'outil est inefficace, il n'est pas pour autant illégal. Et je pourrais te donner un autre exemple sur les motifs d'exclusion avec le devoir de vigilance que tu verras ici mieux que moi encore. Donc, je te disais qu'on pouvait exclure au titre du devoir de vigilance, sauf que la collectivité, elle se retrouve toute seule à établir si oui ou non il existe un plan de vigilance, ce qui n'est pas réalisable. Il n'y a pas d'entité qui centralise tout ça. Et du coup, on se limite à quelque chose d'assez formel, d'affichage une déclaration sur l'honneur d'une entreprise qui dit « j'ai bien un plan de vigilance ». Ce qui n'est pas véritablement possible à ce stade. Tout le monde n'a pas un plan de vigilance parfait. Mais l'idée, ce serait de demander à des collectivités de commencer à contrôler les plans de vigilance. C'est pas très... Et ça, peut-être que ça changera avec l'autorité de suivi, puisqu'on va avoir une autorité de suivi dans 2 ans. Est-ce que tu penses, parce que je sais que tu travailles aussi sur les autorités de régulation, est-ce que tu penses que elle pourrait avoir ce rôle-là auprès des acteurs publics ? Effectivement, on s'est rencontrés dans le cadre d'un travail que je réalise avec Sarah Van Den Broek pour l'Observatoire de l'éthique publique sur la nouvelle autorité administrative, la future autorité administrative relative au devoir de vigilance. Et sur le rôle qu'elle pourrait jouer, on a des exemples étrangers, par exemple, notamment du point de vue de la corruption. Des autorités qui, en fait, font de l'évaluation des politiques internes des entreprises, centralisent ces évaluations et rendent les évaluations accessibles aux acheteurs publics. On a l'autorité canadienne qui fait ça, par exemple, sur les obligations de vigilance, mais en matière de corruption. Donc si je le dis comme ça va troubler tout le monde. Les obligations de prévention de la corruption, qui comportent également l'obligation de se doter d'une cartographie des risques, etc., etc. On a l'autorité canadienne qui centralise toutes les évaluations pour permettre aux acheteurs publics d'exclure les entreprises qui ne sont pas dotées d'un plan robuste. On a la même chose en France. En France, si on veut exclure quelqu'un qui a été condamné pour des faits de corruption, on va devoir s'intéresser à son plan de prévention de la corruption. Sauf qu'il n'y a pas d'autorité qui centralise les évaluations et on demande à un acteur public d'évaluer un service compliance, alors que il y a beaucoup de collectivités où le mot compliance n'existe pas encore. Alors que la loi Sapin 2, sauf erreur de ma part, la loi Sapin 2 s'applique... Oui, tout à fait. Elle s'implique aux entités publiques. D'accord. Donc à suivre, en fait, sur cette autorité... Oui, mais ça serait une solution qui permettrait sans doute de monter en maturité sur certains aspects. Oui. Notamment si on pouvait centraliser ces évaluations. Très bien. Donc, ce que tu nous as montré, c'est que donc un acheteur public peut décider de favoriser des pratiques responsables et mettre en avant. Et comment, donc, si on se retourne vers les entreprises privées, justement, elles peuvent valoriser leurs pratiques. Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, je comprends,
on crut que c'est pas encore le cas, mais est-ce que ça peut vraiment montrer ces pratiques RSE, des opportunités commerciales pour les entreprises en matière de commande publique ? Malgré les limites que j'énonçais juste avant, je dirais quand même que oui. D'abord parce que les condamnations et le non-respect des obligations en matière sociale et environnementale justifient l'exclusion de candidats, que ça se constitue doucement, mais que c'est déjà dans le droit. Et à mesure que les dispositifs juridiques dont ces exclusions sont un accessoire progressent ou montent en maturité, il devient impossible de ne pas veiller à ces questions. Enfin, il devient impossible de plus veiller à ces questions. Ensuite, la présence d'un critère social, elle est obligatoire. Critère social et environnemental est obligatoire. De ce point de vue, il en coûte et il en coûtera aux mauvais élèves de ne pas s'aligner sur les solutions et pratiques RSE lors de l'évaluation des offres. Et enfin, je pense que le cœur de ma réponse sera pas juridique, parce qu'il peut pas être énoncé dans la langue du Conseil d'État, comme je te disais juste avant. Le choix d'un candidat, surtout sur certains marchés importants pour le mandat des élus locaux, présente une dimension psychologique. Donc le choix d'un candidat présente une dimension psychologique. Si la candidature, les promesses d'un maire reposent sur la mise en place d'un service, la construction d'une infrastructure ou la mise à disposition de matériel, ce maire pourrait être convaincu par des solutions en accord avec la culture ou la posture politique qu'il souhaite ou qu'elle souhaite incarner. Donc si une collectivité trouve à être convaincue par des pratiques, il y a de grandes chances qu'elle oriente un marché en ce sens. C'est souvent comme ça que ça marche. L'attribution des marchés est toujours orientée par des questions psychologiques, des questions de préférence initiale. Et l'orientation de ce marché, elle pourrait ensuite permettre à ce maire de mettre en avant le choix et de devenir la première collectivité ou de rejoindre la communauté des collectivités qui ont fait le choix de telle ou telle solution responsable et innovante. C'est pour ça que j'invite les entreprises dont le modèle repose sur des choix responsables à discuter avec les collectivités de leurs solutions. À côté de cela, je rappelle quand même à celles qui font du greenwashing, de la compliance washing ou qui instrumentalisent grossièrement la question de l'égalité homme-femme, des droits humains, etc., de veiller à ne pas commettre un favoritisme parce que y a un appareil juridique qui veille et la patrouille pourrait les rattraper. Très bien. Bah écoute, à suivre alors, puisque je comprends que la maturité est en deçà finalement, pour l'instant en tout cas, dans la commande publique, mais tous les outils sont en place pour pouvoir pour favoriser des bonnes pratiques en fait. Merci beaucoup Yanis. Merci à toi Charlotte. Et donc c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.